Musso, je suis très content que tu sois là, parce que tu vas nous parler de quelque chose qui me tient extrêmement à cœur aussi, c'est un problème caché, un secret de la politique française en matière de drogue, qui est l'impact de l'épidémie de sida parmi les usagers de drogue, et notamment les gens issus de l'immigration, de l'immigration maghrébine. Et je sais que à Marseille en particulier, c'est un sujet non seulement grave, mais c'est un sujet qui n'est pas traité. C'est-à-dire que le sujet est resté dans le secret des familles. Je pense que ça crée une espèce d'abcès, de fixation, des choses non dites qui se disent pas, mais qui se ressentent dans la manière dont les gens ont d'exprimer des choses sur les drogues. J'espère de tout mon cœur que cette mémoire ne sera pas perdue, parce qu'elle est au cœur d'un certain nombre d'enjeux extrêmement importants pour la politique d'immigration et pour la politique des drogues, qui sont souvent imbriqués mais exploités par des gens qui ne devraient pas avoir la voix au chapitre là-dessus, à savoir l'extrême droite. Comme le dit un proverbe africain qui est cher à mon cœur, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront à glorifier les chasseurs. C'est-à-dire que l'histoire, en plus de populations dominées, est rarement une histoire qui atteint justement le statut d'histoire ou de mémoire collective ou officielle. Et là, je vais vous citer Louis Fréron, proconsul envoyé par la Convention en 1794, pendant la Révolution française, une période où Marseille, pendant un an, a été la ville sans nom, et qui disait « Je crois que Marseille est une ville incurable à jamais, à moins d'une déportation massive de tous les habitants et d'une transfusion d'hommes du Nord. » C'est un autre propos qui date de 1934. Marseille, la ville des nervis et des étrangers douteux, Marseille dont la police manifeste à l'égard des malfaiteurs une inaction qui ressemble singulièrement à de la complicité. C'est Philippe Oriot dans le journal de la France d'abord en 1934, à la suite de l'assassinat du roi de Yougoslavie par un extrémiste croate sur boulevard Ken Canebière, à quelques mètres d'ici. Donc nous sommes loin peut-être apparemment, mais il y a quand même des liens qui est justement il est important qu'il y ait des représentations préexistantes, enfin de souligner qu'il y ait des représentations préexistantes à propos de Marseille, dans lesquelles ces questions de mise en lien justement d'usage d'héroïne, de French Connection, de sida, d'immigration s'insèrent. Mais il y a aussi un autre discours qui est totalement inverse et exotisant sur, à partir des années 90, la Movida marseillaise, la mosaïque, le melting pot, etc., qui est aussi un discours qui est un discours qui a sa dimension publicitaire et de façade aussi au regard de certains phénomènes qui constituent ce qu'est cette ville aujourd'hui, notamment en matière d'inégalité, sociale qui s'incarne dans des corps, et par rapport auxquelles ces questions-là de toxicomanie et d'immigration ont bien évidemment des liens. L'héroïne entretient depuis longtemps une relation particulière, pour ne pas dire privilégiée, avec la France et plus précisément la région marseillaise. Si cette drogue est attestée sur le territoire national dès la fin du XIXe siècle, son trafic et usage en des quantités significatives remontent surtout à l'entre-deux-guerres. C'est à cette époque que se mettent en place, de manière moins organisée qu'une certaine légende littéraire et cinématographique l'a fait croire rétrospectivement, des équipes de trafiquants installées à Marseille, mais aussi à Paris, à Bordeaux et au Havre. Ce trafic quasi-industriel n'a pu être atteint que grâce à l'attitude longtemps ambiguë des autorités françaises et américaines. Au moment de la chute de la French Connection, se met en place un dispositif qui a déjà été évoqué, qui est la fameuse loi de 70, laquelle loi de 70 non seulement va favoriser une grille de lecture extrêmement pénale sur les questions liées à la drogue, mais va aussi introduire et renforcer cette mesure juridique qu'on appelle celle de la double peine, qui est que quand une personne a connu une incarcération alors qu'elle n'est pas de nationalité française, elle puisse être expulsée dans le pays d'origine, qui quelquefois n'est le pays d'origine que de ses parents, dont elle ne maîtrise pas la langue et qu'elle connaît très peu. Alors que l'usage d'héroïne était était en tout cas limité à certains segments sociaux ou sociologiques, on va voir se développer dans les années 70 et 80
la diffusion massive, c'est ce qu'on appelle de manière un peu euphémisée la démocratisation de l'usage de drogue, qu'on observe pour un grand nombre de produits, et que donc, avec d'autres, je trouve plus juste de nommer la prolétarisation. C'est justement dans les milieux des classes populaires que la diffusion massive de l'héroïne et de son injection va s'étendre, milieu des classes populaires auxquelles appartiennent et dans lesquelles sont surreprésentés les enfants illégitimes issus de l'immigration. Moi, il me semble qu'ouvrir le débat sur la question de l'immigration, la place de l'immigration dans l'usage de drogue, c'est prendre le risque aussi de faire l'impasse sur une réalité qui est pour moi dominante, qui est celle de l'origine sociale et des classes sociales. Et la tentation aussi qui peut être celle de refaire une lecture du social aujourd'hui par l'approche ethnique et d'éluder complètement cette question de la classe sociale. Pour reprendre un petit peu l'approche historique, si on dit après la French Connection, il y a eu prolétarisation, moi il me semble qu'il y a eu une période intermédiaire qui était liée à deux faits. D'abord, la French Connection a protégé Marseille de l'héroïne, ou de l'usage d'héroïne, au-delà des formes de richesse et du trafic, etc. etc. Ensuite, les premiers, en termes de prolétarisation de l'usage, pour moi, ça a été les enfants de l'aristocratie ouvrière, qui habitaient dans les quartiers populaires et qui étaient les enfants des dockers, des métiers installés autour des activités portuaires et qui avaient des formes de garantie autour de l'emploi et qui avaient aussi cette capacité d'être entre deux mondes. Et c'est peut-être aussi une des spécificités de la ville. Je ne suis pas du tout sur le mythe du melting pot, de tout ce mélange, mais sur l'idée qu'il n'y a pas de cloisonnement social et que les jeunes des quartiers nord allaient faire la fête dans les boîtes marseillaises et que les enfants de l'aristocratie ouvrière, ceux qui étaient le plus émancipés, et c'est peut-être aussi quelque chose qui caractérise la figure de l'usager de drogue des quartiers populaires, c'est ça, c'est ceux qui avaient capacité à sortir, à circuler, à avoir de la mobilité, donc ceux-ci dans un premier temps, et puis la génération qui est venue juste après, toujours dans les quartiers populaires, où on retrouvait des enfants de toutes les vagues migratoires, on ne savait plus très bien se distinguer s'ils étaient marseillais ou pas, espagnols, italiens, et puis maghrébins. Après, ce que je pense qu'il y a une forme de réalité dans la façon dont c'est vécu, et ça a été vécu par les familles maghrébines, dans un contexte social aussi, à mon avis, qu'il ne faut pas oublier, qui est celui de la massification du chômage de masse, où ce qui faisait objet d'intégration n'a plus du tout fonctionné, et que là, il y a eu des doubles peines à porter, qui étaient les peines justement de l'exclusion économique, surtout par rapport à l'emploi, et puis d'autres termes, et puis l'évolution de ce qu'ont été les cités et les quartiers populaires, qui ne sont pas des espaces ethniques, qui sont des espaces qui concentrent des catégories sociales spécifiques. Alors justement, je viens de retrouver la feuille que j'ai pas... Voilà, je ne suis pas très ordonnée, donc là j'en ai 25 et donc j'avais oublié de dire ça. Mais pour moi, de toute façon, c'est évidemment les questions sociales et la question des inégalités qui structurent l'ensemble. Après, je pense qu'il y a des choses qui sont liées pas tellement à l'ethnicité, mais au phénomène migratoire, en fait, de vivre entre deux espaces aussi, qui peuvent se poser pour plein de gens qui viennent de sociétés autres. Je rajouterais un petit mot par rapport à ça aussi, c'est que cette manière d'aborder les choses en France, les questions effectivement ethniques du point de vue économique et social, est souvent une manière d'éviter un problème, encore une fois, délicat, et qui peut expliquer, alors du côté des gens issus de l'immigration, qui est une forte revendication à vouloir traiter les questions spécifiquement de ce point de vue, et là je pense à la création d'organismes comme le CRAN, des choses qui étaient absolument inconcevables il y a quelques années, parce qu'il y a une souffrance aussi du point de vue des gens qui souffrent du racisme, et le racisme étant spécifiquement
une manière, une relation aux autres basée sur effectivement ce concept de race. Donc il faut faire très attention aussi à, notamment en matière de drogue, ça a toujours été une façon d'un peu étouffer.